Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Alors si je vous dis que la nourriture soit ta première médecine ou encore mieux vaut prévenir que guérir, j'appelle Citoyen Prévoyant aujourd'hui. C'est un YouTuber qui justement vous propose via des tutos, des tutoriels, de garder votre nourriture, de la faire vous-même, de faire un tas de choses par rapport à ça, par rapport à tout ce qui pourrait se passer éventuellement dans un avenir proche sans pour autant rentrer dans un catastrophisme aigu. Et justement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ta chaîne. Salut Steven, comment vas-tu? Eh ben écoute, merci d'avoir répondu présent à cette vidéo, à cette interview qui tombe justement super bien avec un petit peu tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est vrai que les pays occidentaux, notamment depuis l'industrialisation des nations, ont fait que le peuple devient beaucoup moins euh, autonome, plus assisté, on va dire que ça comme ça. Et toi, en fait, tu as lancé ta chaîne il y a quelques années, justement, pour réinformer les gens, parce que finalement, c'est une information qu'on a tous et toutes en soi. Si on se connecte justement un petit peu à à ce préventif, justement, et là, on va y revenir, c'est très important. Pourquoi est-ce que tu as appelé justement ta chaîne Citoyen Prévoyant et non pas survivaliste, on va dire ça comme ça. Parce que justement, ce que j'aime beaucoup avec tes vidéos, avec tes tutoriels, avec ton savoir, justement, c'est que tu ne rentres pas dans le catastrophisme, justement, comme je disais, un petit peu côté militaire, tu sais, un petit peu, on a toujours cette image du gars là avec son couteau entre les dents, sa mitraillette ou je sais quoi, parce qu'en fait il va se passer vraiment une fin du monde. En fait, toi, tu es juste là pour rassurer les gens. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, c'est que c'est un côté rassurant et ô combien finalement pédagogique, quoi. Alors justement, comment ça t'est venu, toi, Steven, pour de faire cette chaîne? Pourquoi t'as proposé ce genre de contenu sur YouTube il y a quelques années? Comment ça t'est venu justement? Euh, je- En fait, j'ai une histoire un peu particulière. On va dire que il y a quelques années, ma femme attendait mon premier enfant. Et j'étais à l'époque, je travaillais à la RATP. Et j'étais basé à un moment donné au niveau des grandes gares routières de Paris. Et le soir, de 23 heures à 6 heures du matin, ben, j'orientais les gens pour pouvoir leur dire quel bus de nuit ils devaient prendre pour pouvoir rentrer chez eux. Parce que c'est un autre réseau. C'est pas le même réseau que le réseau de la journée. Or, il se trouve que le soir à Paris, Gare du Nord, Gare de Lyon, Gare de l'Est, Gare Montparnasse, ben, tous les gens, les nuiteux, en fait, ceux qui font la fête, ben, se retrouvent à ces endroits-là pour prendre les bus de nuit pour rentrer en banlieue. Et en fait, ça devient des véritables coups-gorge, en fait. Donc, il y a des gens qui sont violés, des gens qui sont agressés. Et moi, je me retrouvais au milieu de la foule, comme ça, on était en binôme. On renseignait les gens, et des fois, il y avait des gens qui se battaient, d'autres qui se faisaient violer. Et je me suis dit quand même, bon, j'ai grandi en banlieue, Paris, c'est vachement chaud quand même. Je me suis dit, moi, en tant que futur père, j'ai pas envie comment ça s'appelle, d'élever mes enfants dans cet environnement-là. En plus de ça, on sortait juste de la crise des subprimes et je voyais tout le monde aux États-Unis perdre leur maison. Quelqu'un qui achetait sa maison 200 000 dollars, du jour au lendemain, il lui reste 10 mois de traite, mais comme il ne peut pas payer, il a perdu son emploi, ben, la banque lui saisit sa maison et pour la revendre de 30 000 dollars, quoi, histoire d'éponger un peu les dettes. Et les gens se sont retrouvés dans des minivans aux États-Unis, dans des tiny houses, sans rien. Et ça a fait une génération d'Américains qui se retrouvent à dormir dans leur voiture. Par la suite, il y a eu la Grèce qui s'est effondrée. La Grèce, c'est en Europe. Et là, je me suis dit, là, ça pose problème. Parce que vu qu'on est dans l'Union européenne, on laisse un État membre couler carrément, hein. Et donc, on leur disait, bon, ben, la France vous demande les créances, l'Allemagne aussi, il va falloir payer. Donc, ils ont dû vendre, vendre tout ce qu'ils avaient, en fait. Euh, Leur matériel militaire, ils vendaient pendant un moment leurs hélicoptères. Les femmes qui étaient à l'époque, qui travaillaient, qui étaient cadres, se sont retrouvés à vendre leur corps pour le prix d'un sandwich. Je me suis dit, on est en Europe, on n'est pas à l'abri que ça peut arriver en France. Et là, ça m'a fait cogiter, en fait. Et je me suis dit, je me suis rappelé que dans mon enfance, j'ai grandi dans une maison autonome où j'avais une maison, un terrain, et mes parents cultivaient des légumes. On avait un poulailler, l'énergie solaire, on avait une citerne enterrée pour récupérer l'eau de pluie. Et quand j'étais petit, ma mère nous a toujours dit, cette maison, c'est notre plus grand bien. Si jamais un jour ton père et moi on perd notre boulot, on aura toujours un refuge
pour pouvoir venir dans cette maison, cultiver nos légumes, avoir des œufs et pas mourir de faim. C'était ça, en fait, son objectif. Et je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais bien aimé avoir ce refuge à l'heure actuelle, parce que mes parents, depuis, ils ont divorcé, on n'a plus cette maison. Et je me suis dit, quand j'étais jeune, en fait, maintenant je comprends la façon de penser de ma mère, qui voulait sécuriser en fait son avenir pour ses enfants. Et je me suis dit, ben, je vais être père de famille. Si jamais je perds mon emploi, je suis dans un appartement en région parisienne. Ben, même si je veux faire pousser des légumes, parce que, histoire de, même si j'ai des patates, ben, j'étais pas dans la mesure de le faire. Parce que j'étais dans un petit appartement en région parisienne. Et je me rappelais même plus comment on fait pousser des légumes. C'était derrière moi tout ça. Et je me suis dit, ce serait bien que je me rappelle de tout ce qu'on m'a appris dans mon enfance, parce que ça s'est passé en Guadeloupe, qui est un département d'outre-mer pour les Français. Et en fait, je me suis dit tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir me sécuriser en fait? Si jamais je perds mon emploi, si ma femme perd son emploi et on se retrouve avec une bouche à nourrir, comment on fait? Et c'est là qu'a commencé tout mon cheminement de pensée. Et je suis tombé sur ce qu'on appelle les survivalistes. Mais évidemment, moi, je n'ai pas adhéré à tout. Donc du coup, je me suis dit, je vais me faire ma propre version du survivalisme. Et je m'entendais plus, je comprenais plus le mouvement Prepper aux États-Unis, qui ce sont les gens qui se préparent. Plutôt, c'est moins catastrophiste, parce qu'ils sont plus dans le quotidien, plus dans l'autonomie. C'est moins politisé. Ça ne veut pas dire que tous les survivalistes sont politisés ou quoi que ce soit, mais bon, je me reconnaissais plus dans le mouvement des préppeurs. Or, en France, parler de préppeur, déjà que le survivalisme c'est déjà peu connu, le préppeur, ça n'aurait pas parlé dans la tête d'un Français. Pour un francophone, un préppeur, il va penser peut-être que c'est du poivre en anglais, il ne va pas tout de suite comprendre. Donc, du coup, je me suis dit, je vais franciser ce mot et je vais m'appeler le mouvement citoyen prévoyant. Et c'est comme ça qu'est partie l'aventure avec ma chaîne YouTube. Et du coup, l'idée, c'était de partager au début mes trouvailles, mes essais, parce que je ne réussis pas tout, hein, et surtout de pouvoir communiquer avec des gens qui avaient cette réflexion de se dire, mais c'est bizarre parce que la vie est de plus en plus dure. Si jamais bah, il y a une catastrophe, quelle qu'il soit, et quand je te parle de catastrophe, c'est perte d'emploi, tout simplement, divorce, un effondrement de sa normalité. Euh, Comment parler de ça avec des gens qui comprennent ta façon de penser? Dans mon entourage, on ne le comprenait pas forcément. Donc, je me suis dit, je vais balancer ça sur le web et on va voir la réaction. Et tu te rends compte que petit à petit, il y a des gens de partout en France, en Europe, et dans le monde, qui sont venus se connecter et qui échangent avec moi. Et tu te dis, tu n'es pas tout seul. Et c'est comme ça que l'aventure, elle a commencé. T'es pas tout seul, t'es pas fou, et surtout, en fait, c'est comme on dit toujours, on a l'impression que c'est ce qu'on discutait justement hier en off, en tout cas de mon opinion, de mon point de vue, on a toujours l'impression que la misère c'est dans les pays lointains, hors de l'Europe, tu vois, Afrique, ça peut être l'Amérique du Sud, ça peut être, voilà, ça peut être plein de coins dits sous-développés, entre guillemets, hein, je tiens vraiment à dire sous-développé, parce que finalement, le sous-développé, ça c'est moi qui le dis, c'est plutôt l'Occident, enfin bon, bref. Mais vraiment, on a l'impression que c'est loin de nous. Et en fait, comme tu viens de l'illustrer avec tes paroles, ça peut arriver à tout moment. Justement, on se rappelle justement de cette fameuse crise aussi qu'il y a eu aux States en 1929, où justement, comme tu dis, là, on devait presque vendre son corps pour essayer d'avoir finalement un bout de pain, un bout de légumes, un bout de viande éventuellement. Alors justement, toi tu fais justement ces vidéos, ces tutos de manière très pédagogique, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas ici de dire voilà, j'ai la connaissance, je connais tout, machin. Toi tu partages vraiment des essais. Alors justement, ces essais, comment est-ce que tu évalues un petit peu ces expériences? Est-ce que tu fais ça sur le long terme? Est-ce que tu te dis ok, bon ça fonctionne, je vais en faire une vidéo ou un tuto éventuellement? Oui, parce que lorsque je sors une vidéo, la plupart des gens ne se rendent pas compte que des fois, il y a des essais derrière. Il y a plusieurs essais. Et alors, des fois, j'ai réussi du premier coup, mais ce n'est pas forcément le cas. Et des fois, tu fais un essai et au bout de course, au bout de 2 mois d'essai, et tu te rends compte que ça ne marche pas, et ben, la vidéo, on la fout à la poubelle et on recommence. Moi, ce que je veux dire, c'est que pourquoi je me suis beaucoup concentré sur la nourriture, c'est parce que quand je regardais sur YouTube, je ne voyais pas des vidéos qui me parlaient à moi. C'était beaucoup de déballage de matériel,
Les gens présentent leur matériel de survie pour aller dans les bois, tout ça. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout de pouvoir subvenir aux besoins primaires de ma famille, c'est-à-dire manger, boire et dormir. Et pour moi, je me suis dit, si jamais j'ai plus les moyens, parce que j'ai perdu mon emploi, de payer l'électricité, tu sais, ma mère, elle m'a dit, quand je suis parti de chez moi, elle m'a dit, écoute, fiston, tu pars de la maison, mais n'oublie pas un truc, il y a une règle d'or, paye toujours ton loyer. Elle m'a dit, si jamais tu ne peux pas payer autre chose parce que X raison, tu n'as pas les moyens, eh ben, au début, tu vas peut-être pas payer, tu vas ne plus payer ta facture de téléphone. C'est pas important. Tu vas pas payer Internet, c'est pas important. Tu vas essayer de limiter au maximum pour pouvoir te permettre de payer ton électricité. Si, si tu n'y arrives pas, ben, coupe l'électricité. D'accord? Maintenant, quand tu coupes l'électricité, il y a beaucoup de choses qui marchent avec l'électricité. Il y a le frigo, il y a le congélateur, il y a la cuisson. Donc, elle m'a dit, même si tu perds l'électricité, ne perds jamais ton toit sur ta tête. Ça, c'était la règle. Donc, je me suis toujours efforcé de moins payer mon loyer à l'époque où j'étais locataire. Et je me suis dit, si jamais j'arrive à une extrémité où je ne peux plus payer l'électricité, le chauffage chez moi, la nourriture que j'ai déjà à la maison, comment je fais pour la conserver? Et c'est là, en fait, que tu te mets à réfléchir, à te poser des questions et à faire comme faisaient nos grands-parents, comme j'ai vu moi quand j'étais petit, ce que ma mère faisait à l'époque quand j'étais en Guadeloupe. Avant d'avoir des panneaux solaires, on n'avait pas l'électricité. Donc pendant quelques années, je me chauffais à. Enfin, je me chauffais. Je m'éclairais le soir avec une lampe à pétrole. Donc c'était ça, des bougies. Après, on a eu un groupe électrogène par la suite. Et après, mes parents ont installé les panneaux solaires. Mais pendant toute cette période, tout ce qui est produit frais, il faut trouver des alternatives pour pouvoir les conserver. Donc on fait des bocaux à l'ancienne. La viande, on va utiliser par exemple de la viande salée. Donc ça peut être du bœuf, du porc, du cabri, ce que tu veux. Mais ce sont des techniques anciennes qui, après, on prend cette viande, on la met dans des haricots rouges, des lentilles, on fait des ragoûts avec. Et dans cette démarche, tu as envie de pouvoir pas manger forcément tout le temps la même chose. Donc tu commences à réfléchir et tu deviens ingénieux. Donc tu te dis, ben, j'aime bien la charcuterie, comment la faire à l'ancienne, sans qu'il y ait des nitrites, sans qu'il y ait trop de trucs, pour pouvoir la conserver, et comment le faire en utilisant la météo. Donc par exemple, lorsque je vais faire de la charcuterie maison, ben, je vais la faire de novembre à février, parce que je sais que le salage et le séchage, je pourrais le faire dans mon garage, je pourrais le faire dans le cabanon dans mon jardin, parce que la température est clémente pour la charcuterie à ce moment-là, dans l'année. Je parle en France, hein. Après, si vous êtes dans une autre partie du monde, c'est différent. Si vous êtes au Canada, ben, c'est un peu plus long, donc vous avez plus de possibilités. Mais pour le moment, c'était ça. C'était comme ça que l'expérience est partie. Et bon, ben, les gens, ça leur a plu. Et ben voilà, je suis un peu là où j'en suis aujourd'hui. Ça, je continue ma lancée. Alors c'est marrant parce que justement tu m'en parlais hier aussi en off, c'est que ta maman justement, ce mot survivalisme, elle, ça la fait presque rire parce que ça n'existe pas en fait pour elle. C'est un état en fait, c'est une façon de vivre. C'est pas, tu vois maintenant c'est vrai que ça devient à la mode parce qu'on en reparle avec les catastrophes, machin, avec ce côté un peu de nouveau, voilà, alarmoyant. Qui, attention, hein, peut, encore une fois, comme je le répète, peut arriver à tout moment, surtout en ces moments-ci, justement, en 2021, on ne sait pas de quoi il en retourne. Notre avenir, c'est un petit peu au jour le jour en ce moment, c'est un peu au moment présent, on ne sait pas de quoi ce qu'il en retourne, comment vont évoluer les mois à venir, donc qui sait peut-être si on ne devra pas passer justement par ça. Et c'est vrai que, encore une fois, je reviens avec ça, là, il vaut mieux, encore une fois, prévenir que guérir, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une grande panique. On le sait très bien, s'il y a une pénurie alimentaire, tout le monde va se ruer, on l'a déjà vu avec le PQ cette année, tout le monde s'est rué pour deux fois rien, parce qu'il y a eu, encore une fois, une espèce de mise en scène derrière tout ça, ça c'est moi qui le dis, mais qui sait si demain, cette réalité vraiment prend de l'ampleur. Et à ce moment-là, les gens vraiment qui n'ont pas justement cette faculté à rebondir sur quelque chose qui justement leur arrive parce que l'émotionnel est pris là-dedans, ils vont plus savoir réfléchir. Et là où je viens au truc, c'est que le survivalisme est avant tout aussi une question de réflexion et d'attention et d'intelligence. Il ne s'agit pas simplement de foncer, de commencer à, voilà, à sortir son couteau, à faire, je sais pas moi, à rentrer un petit peu toujours dans cet état un petit peu de survie alarmiste comme on peut voir sûrement sur beaucoup de chaînes américaines, là je précise.
Mais justement, c'est réfléchir et se reconstruire, et reconstruire en fait, retourner aux sources en fait, à la base. Et justement, c'est comme je disais en introduction, nous sommes dans des pays où on est le plus souvent assisté et on n'a plus cette réflexion de base en fait. Donc, est-ce que toi, par exemple, avec justement cet exercice, parce qu'on peut appeler ça un exercice, tous ces exercices-là que tu fais, maintenant depuis quelques années, et depuis toi tout petit justement pour le coup, est-ce que tu as justement comment tu transmets ça, je suppose, à ta famille, à tes enfants aussi, parce que c'est leur insuffler justement petit, je pense, qui est important aussi de parler de tout ça, parce que c'est pas justement en étant adulte, en ayant été assisté par tous ces commerces, etc., que plus tard ils vont peut-être avoir le déclic. Toi, tu as eu ce déclic finalement tout petit. Non, en fait, c'est un grand mythe, ça, hein. Parce que moi, personnellement, déjà, je vais être clair et honnête. Si tu veux, moi déjà, le terme survivaliste, c'est en Occident qu'on trouve ça. Parce que quand on va dans les pays où c'est la merde, ils survivent au quotidien. Donc, ils n'ont même pas cette réflexion de se dire, c'est de la survie au quotidien. Donc, du coup, pour eux, ça n'a pas de sens le mot survivaliste, parce que c'est déjà leur quotidien. Et en France aussi, et en Europe, on a tendance à oublier que des gens vivent sous le seuil de pauvreté et qui sont dans des grosses galères. On a aujourd'hui des ados qui se prostituent. On a eu le cas des étudiantes qui cherchent à avoir un sugar daddy parce que il y en a, c'est pour s'acheter des vêtements Louis Vuitton, d'accord, mais la plupart, c'est pour se payer un toit sur leur tête. Donc, on est déjà dans une situation catastrophique dans le monde, même dans le monde occidental, où une partie de la population vit vraiment dans une situation catastrophique. Après, en ce qui concerne mes enfants, beaucoup de personnes pensent que les survivalistes, on est en train de formater nos gosses pour qu'ils puissent faire comme nous. Ce n'est pas forcément le cas. Moi, par exemple, mes enfants, ils ont une vie qui est normale, absolument normale. C'est-à-dire que même si j'ai certaines façons de voir des choses, si demain ma fille me dit, papa, je veux un Happy Meal, je vais lui dire, tu veux pas que je te le fasse un sandwich maison avec des vraies frites, pardon. Elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est son Happy Meal avec son jouet dedans. Eh ouais, et moi, je peux pas reproduire les nuggets de McDonald's, même si je vais utiliser du vrai blanc de poulet, je vais faire une vraie panure et tout ça. Elle, ça l'intéresse. Elle s'en fout. Donc, évidemment, quand ma fille me dit ça, je vais essayer de négocier, mais si elle veut absolument un Happy Meal, je l'emmène prendre comment ça s'appelle, son Happy Meal et elle va le manger à la maison. Maintenant, je vais essayer de ne pas l'emmener tous les jours, hein, je vais essayer de limiter la casse, mais je veux que ma fille vive une vie de petite fille bien et heureuse. Et je ne veux pas lui prendre la tête avec ce genre de choses. Elle me voit faire. Quand par exemple je prépare un saucisson ou quand je prépare un jambon, elle me voit faire. Et je ne lui explique pas encore pourquoi. Parce que je veux qu'elle ait une vie normale et qu'elle ne pense pas à ça. Parce que si je me base sur ce que je crois et que je pense qu'à un moment donné, ça va devenir très très compliqué là où on vit, eh ben, je préfère que pour l'instant, elle laisse son innocence et que lorsque qu'il y aurait un truc, ben, elle le vive parce qu'elle n'aura pas le choix. Mais en attendant, je veux qu'elle vive sa vie normalement, qu'elle aille à l'école, qu'elle fasse des activités sportives et que je ne vais pas lui casser le moral avec ce que je crois et ce que je crois savoir. Parce que ça ne veut pas dire que j'ai raison. Seulement, c'est juste que moi, je me forme, j'apprends des trucs, je m'enrichis intellectuellement pour pouvoir avoir des trucs qu'on ne pourra pas me déposséder. Parce que je pense que le savoir, c'est une arme. Bref. En fait, je pense il faut toujours penser à l'avenir et se former. Moi, par exemple, ma famille, je la considère comme une entreprise. C'est-à-dire que si tu veux, lorsqu'on a une entreprise, eh ben, on a des employés. Et ces employés, il faut les former. Il faut les former à éventuellement, s'il y a un problème dans l'entreprise. Par exemple, s'il y a un incendie, il y a des bons gestes à avoir. Euh, où sont les sorties de secours? Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce qu'on prend son sac? Est-ce qu'on cherche à son iPhone qui était planqué dans son tiroir? Non, il y a des règles bien précises. Donc ça, ben moi, je me suis formé, j'ai été faire une formation incendie pour pouvoir l'apprendre, ce qu'il faut faire, les bons gestes, et pour pouvoir l'expliquer à ma famille. Par exemple, si un jour, mes enfants, ils font des frites et que la friteuse, elle prend feu, comment éteindre l'incendie? On va pas balancer de l'eau sur de l'huile. On va prendre une serviette mouillée et on va essayer de recouvrir la friteuse. Mais ça, il faut le savoir. Il faut se former. Donc, comme une entreprise, je me forme à mon échelle familiale et je retransmets ce que je sais à mes gosses et à ma famille. Pareil, lorsqu'on a une entreprise, on va former les gens. Si, par exemple, on a une banque,
à comment réagir en cas de braquage. Ben, moi, c'est pareil. Moi, je me dis et je réfléchis avec ma femme, mon épouse, comment faire si par exemple un jour on est réveillé parce qu'il y a des cambrioleurs qui rentrent à mon domicile. Ça arrive souvent, le homejacking. Il y a je sais pas combien de cambriolages par jour en France. Et les gens ils n'hésitent plus à rentrer chez toi pour aller récupérer les clés de ta voiture, les clés de ta moto, prendre ton matériel de jardin, etc. Donc maintenant, ils sont de plus en plus violents. J'ai pas envie de me retrouver un jour réveillé par des individus au-dessus de mon lit alors que je suis en caleçon avec mon épouse à côté. Donc l'objectif, c'est de se dire, si jamais ça arrive, comment on réagit? Eh ben, ça soit de réfléchir avec son épouse, ses enfants. Si on entend du bruit au rez-de-chaussée, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ne descend pas. On se réunit dans une pièce qu'on aura choisie à l'avance, on va se barricader dans cette pièce, et ils peuvent voler tout ce qu'ils veulent, on est assuré, on s'en fout. Mais on ne va pas jouer les héros ou se mettre en danger pour pouvoir intervenir. Ça, c'est des façons de penser, c'est des scénarios qu'on se met en tête au cas où. Hein. Lorsque, par exemple, j'assure ma voiture contre un incendie, j'ai pas envie qu'elle brûle. Surtout à la Saint-Sylvestre, il y a des petits jeunes qui s'amusent à brûler des voitures. Mais j'assure quand même mon véhicule contre l'incendie, au cas aussi où un jour ça arrive, que je ne me retrouve pas à acheter une voiture. Au moins que l'assurance me la rembourse, comme ça je repars de zéro. Mais je ne perds pas d'argent, entre guillemets. C'est ça, Et surtout pas la vie et la sécurité de la famille, parce que c'est ça. c'est ça, exactement. Donc c'est ça en fait, être prévoyant. Tout à fait, exactement. Et encore, comme tu dis, justement, pas instaurer une espèce de peur, encore une fois, une paranoïa, en fait, hein, c'est ça. Hein. On n'a pas de peur, en fait on est serein, on est absolument serein. Au contraire, on se dit, ben, s'il y a un souci, on sait quoi faire. Lorsque par exemple il y a eu la crise du Covid, tout le monde était en panique parce qu'ils ne trouvaient pas de masque, ils ne trouvaient pas de gel hydroalcoolique. Tout le monde cherchait du papier toilette, des conserves. On était absolument serein. Et je me suis dit, bah, j'ai même pas besoin de sortir parce que j'ai tout ce qu'il faut à la maison. C'est ça. Et puis en plus de ça, de toute façon, bah, comme tu dis, hein, si on sait déjà se prémunir déjà de cette connaissance à l'avance, la peur n'existe plus. À ce moment-là, il y a plutôt de l'action plutôt de la comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une espèce de peur qui nous fiche, qui nous sidère. Et à ce moment-là, on n'a plus moyen de réfléchir à quelque chose de, de- d'utile, quoi. Parce qu'en fait, c'est ce qui arrive le plus souvent. On peut le constater, de nouveau, je reviens toujours avec cet exemple de papier toilette, comme tu dis, mais c'est vraiment ça. Les gens se sont rués, je crois que c'était le 13 mars, les gens se sont rués dans les magasins parce qu'ils ont cru que, voilà, il y aurait plus accès. Ça donne déjà un peu l'idée de comment ça fonctionnerait si vraiment il y avait une pénurie alimentaire. Mais cette pénurie alimentaire, moi, au fond de mes tripes, je sens qu'elle va arriver, je sais pas pourquoi. En 2021, en tout cas, j'ai l'impression. C'est pas pour alarmer encore une fois, c'est simplement pour se dire, ce n'est pas grave. En plus de ça, bon, c'est quelque chose que tu n'as peut-être pas encore discuté sur ta chaîne. Nous, on en a déjà parlé sur les santé du réel. C'est que tu as aussi la possibilité de jeûne. Alors c'est vrai que le jeûne, pour les enfants, c'est un peu plus compliqué. Pour les personnes âgées, c'est un peu plus compliqué aussi. On est bien d'accord. Mais le jeûne, voilà, c'est encore une étape supplémentaire, ultime. Justement, à cette pénurie d'alimentaire. Voilà. Je me permets parce que le jeûne, c'est intéressant, le jeûne intermittent notamment pour on va dire, la santé de son corps. Mais moi, personnellement, si je suis prévoyant à l'heure actuelle, c'est pour éviter ce genre de situation. J'ai pas envie de me retrouver à jeûner. Non. Non, on est bien Non. d'accord, on est bien d'accord. Soyons clairs, parce que je ne veux pas dire qu'il faut commencer à s'entraîner à jeûner pour le jour. Non, non, non. Pas du tout, non, non. D'ailleurs, jeûner, c'est un état d'être, justement, comme tu dis, c'est au niveau soin, Voilà. au niveau santé à la base. Je dis bien à la base. Le jeûne ne doit pas devenir une contrainte ou un. Faut pas le subir en fait, il faut l'accepter et se dire bon, Voilà, exactement. c'est pour moi, je le fais pour éliminer les toxines, mais c'est pas parce que je dois le subir. Et j'ai pas envie de le subir ni le faire subir à mes enfants. Donc c'est pour ça qu'on a une démarche qui fait que, par exemple, moi j'ai quitté la région parisienne où j'étais dans un appartement pour aller dans un village dans le sud de la France en me disant bon ben j'ai un petit terrain, je peux faire pousser des trucs. Et comme j'ai pas pu, parce que j'avais pas les moyens de m'offrir un grand terrain, je me suis dit que la prochaine étape, ça va être d'acheter ou de louer un terrain agricole, un petit terrain agricole, où je pourrais faire pousser des légumes un peu plus loin de chez moi. Mais ça me donne une sorte de ressources alimentaires supplémentaires. Ce que je vais produire, je ne vais pas avoir à l'acheter dans un magasin. C'est tout simple. Après, quand on est prévoyant, on a d'autres stratégies d'alimentation, du moins pour faire ses courses. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, privilégier les marchés locaux de producteurs. Comme ça, on va acheter en plus grosse quantité, moins cher. Et après, on rentre à la maison et pendant tout un week-end, on fait des bocaux. Voilà, on va aller acheter sa viande chez un producteur en plus grosse quantité. On va peut-être s'allier avec une ou deux familles pour acheter, par exemple, un demi-veau ou un veau. Mais au moins, après, on récupère la carcasse
on fait de la viande séchée, on fait des ragoûts qu'on met en bocaux, on fait du jambon, peu importe, mais c'est comme ça qu'on s'organise pour payer moins cher et faire un stock en même temps. Alors justement, le problème ici dans ces pays occidentaux, c'est, là tu viens de donner un exemple, par exemple dans les villages, hors des capitales, hors des grandes villes on va dire, il y a plus ce côté partage dans les grandes villes, hein, j'entends. Hein. C'est le village, effectivement, la campagne, généralement il y a encore un peu plus cette espèce de communauté qui peut s'installer, qui peut, voilà, qui peut être, où on peut, disons, partager peut-être pourquoi pas. Imaginons, je reviens toujours à cette pénurie alimentaire, elle est importante quand même il faut en parler quand même. Il faut, voilà, faut pas se mettre la tête dans faire l'autruche en fait. C'est que si cette pénurie éventuellement devait arriver, encore une fois je dis bien au conditionnel devait arriver, parce que je n'ai pas dit qu'elle arrivera, c'est que j'aspire, moi en tout cas, dans mon idéal, c'est de pouvoir dire, bah, le jour où il y a justement cette pénurie, encore une fois, pas de panique, les voisins, les gens, la famille, les amis, on va partager justement. Et ça, ce sont Non, des choses que nous on a, c'est des choses qu'on a complètement. Comment dis-tu? pour moi, c'est l'utopie. En fait, si tu veux, je pense, de mon point de vue, c'est-à-dire que si tu veux, pour que ça arrive à ce genre de choses, pour que les gens puissent envisager même de partager avec toi, c'est une relation qui se crée sur le long terme. C'est-à-dire que pour que tu puisses avoir des bonnes relations avec tes voisins, il faut que pendant 10 ans, tu échanges, on s'invite à l'apéro, il y a un échange. Parce que tu sois dans un village ou dans une ville, si tu ne crées pas de relation avec ton entourage, le jour où ça pète, c'est chacun pour soi dans tous les cas, village ou pas village. Et c'est normal. Donc, à un moment donné, soit tu crées ta relation, et même si tu arrives à la créer, lorsque ça devient difficile pour tout le monde, ben c'est son cercle proche familial qui compte, hein. C'est-à-dire, c'est toi, ta femme et tes enfants. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus trop imager le truc. Et il faut quand même se dire que, bon, pense à toi. Essaye d'envisager que même si c'est louer un terrain ou acheter un petit terrain un peu plus loin parce que tu ne peux pas construire du terrain chez toi, même si c'est 300 mètres carrés, 400 mètres carrés, tu te fais un petit jardin et tu essaies de faire quelque chose. Mais ce n'est pas lorsque ça va arriver que tu vas te dire, bon, je vais aller planter des légumes sur le terrain que j'ai acheté il y a 2 ans. Parce qu'il y a de l'apprentissage à faire et je peux te dire que ce n'est pas facile. Facile, même si tu achètes des bouquins, même si tu regardes des vidéos sur YouTube, ben, il y a le savoir-faire, ça se crée sur place. Déjà, il faut apprendre à connaître ta terre, il faut apprendre à l'amender, il faut faut apprendre à avoir des bonnes semences, apprendre à récolter les semences. Ça, ben, ça vient pas du jour au lendemain. Et quand t'as beau t'entraîner chez toi dans ton petit jardin, pour produire quelque chose qui va nourrir ta famille, c'est toute une autre histoire. Donc, faut pouvoir essayer de pouvoir t'entraîner, avoir un petit terrain, même si c'est un tout petit terrain de 200 mètres carrés. Hein. Je sais que dans le monde du survivalisme, les gens ils prennent des terrains de 8000 mètres carrés. Il faut pouvoir se l'offrir, faut pouvoir se l'offrir et il faut pouvoir le travailler. Et c'est pas évident. Non, c'est pas évident justement, et il faut beaucoup d'amour aussi pour ça. Il faut vraiment y mettre tout son cœur aussi dans ce terrain, parce qu'un terrain comme ça, un potager, c'est vivant. Le vivant, bah, justement, il a besoin de vivant, pas de mort, pas de produit, justement. Ça, on le sait bien, ça, c'est pas à toi que je vais le dire. Mais faut y mettre beaucoup d'amour, et comme tu dis, beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience. Il n'y a rien à faire, quoi. C'est sur le long terme qu'effectivement, on peut voir si on peut récolter quelque chose d'intéressant. Et encore, justement, on en discutait aussi, tout ce qui est bio, etc. Maintenant, on le sait que le bio, il y a à boire et à manger là-dedans au niveau des grains de bio, etc. Parce que, voilà, il y a du bio trafiqué aussi, on ne sait pas d'où ça vient. Là, je parle du bio en magasin. Parce que même s'il y a un traçage, tout ça, on sait très bien que nous, finalement, on a aucune preuve là-dessus. Alors, comme tu dis, privilégier plutôt les agriculteurs locaux qui sont éventuellement dans le village, ou si vous êtes dans une ville, dans le village d'à côté, est beaucoup plus... voilà, il y a un dialogue qui peut s'installer. Et à ce moment-là, on peut éventuellement essayer de savoir un petit peu comment la personne travaille ses produits, quoi. Voilà. Oui, tout à fait, oui. Ça prend du temps, hein, c'est de l'apprentissage. Et il y a aussi là, un autre facteur, c'est le facteur écologique, le facteur température, le facteur climat, qu'on oublie souvent, mais on a de plus en plus des années qui sont très chaudes, très secs, beaucoup de soleil, et ça a du mal à pousser. Et on a des hivers très froids, donc ça aussi, ça à prendre en compte. C'est-à-dire que peut-être il faut peut-être investir aussi dans une petite serre pour pouvoir avoir des températures un peu tempérées lorsqu'il fait trop froid.
Et lorsqu'il fait trop chaud, avoir de quoi mettre certaines cultures à l'abri du soleil direct, en tout cas. Alors, comme tu dis, toi, tu as eu de la chance, justement, étant jeune, de connaître un petit peu tout ça. En tout cas, tu as participé, on va dire, de près ou de loin, activement ou passivement. Tu as observé tes parents travailler, finalement, bah, la terre, etc. Et puis, tout ce qui est naturel, hein. Encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, pour eux, pour ces gens, et comme et tes parents, et éventuellement aussi les gens qui vivent au jour le jour, qui, eux, survivent, et non pas ce mot survivalisme qui était, encore une fois, un peu à la mode, et un peu éhonté quelque part, parce que voilà, pour nous, ça nous paraît être une espèce de mode, une espèce de jeu pour certains. Justement, eux, c'est leur vraie survie qui en résulte, quoi. Le fait que tu as... Alors moi, justement, je parlais de toi qui a vécu ça, mais il y a des gens plein de gens actuellement qui grandissent dans cette espèce de confort assisté, justement, du grand commerce et compagnie. Qu'est-ce que toi tu conseilles en général à des gens qui ont jamais fait un truc avec leurs mains, justement? Par quoi commencer? Je veux dire, sur tes vidéos, tu as des tutos, effectivement, qui présentent très bien, de manière très claire et de manière assez courte aussi, parce que voilà, il faut pas non plus trop y aller dans les détails, mais c'est vrai que c'est vachement bien fait. Merci. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, justement, pour des personnes qui auraient jamais planté une plante? Par exemple, des personnes qui vivent... Parce que nous, là, on parle, on est bien d'accord, et toi et moi, on habite maintenant en campagne, mais les gens qui sont dans les villes, moi je pense toujours les gens qui sont dans les villes, qui n'ont pas de balcon. Alors, je vais te donner un petit exemple. Lorsque j'ai commencé mes vidéos, j'habitais dans un appartement de 60 mètres carrés. D'accord? Il y avait deux chambres et ça ne m'a pas empêché de faire mes expériences. Et comment j'ai commencé? Parce que j'avais pas de terrain, j'avais pas j'avais un petit balcon, donc j'ai planté des arbres, des plants de tomates dans des pots de fleurs, tout simplement. J'ai fait des essais. Alors, c'est pas représentatif de quand c'est en pleine terre, mais ça te permet déjà de pouvoir t'entraîner. Euh, Tu peux t'entraîner aussi le dimanche, tout simplement, à pouvoir te dire, il faut que j'apprenne à faire du pain, et différents styles de pain. Déjà, rien que ça, déjà, aller de dire que je vais acheter de la T55 ou acheter choisir ta farine, te dire, bon, ben, j'apprends à faire du pain, mais sans avoir la recette sur YouTube. Au début, tu commences comme ça, mais tu te donnes un challenge à te dire, tous les week-ends, le dimanche, je fais le pain. Eh ben, je fais le pain, il faut qu'après, ça devienne tellement automatique que tu n'as plus besoin de prendre le doseur. Tu sais que pour faire ta miche de pain, tu prends tant de pots de yaourt, de farine, tant de sel, tant d'eau, tant de temps de repos, et après, tu fais ton pain. Alors, on s'en fout que ça n'a pas la même gueule que le pain du boulanger, mais il faut que ça puisse remplir ton ventre. Donc, avec le temps, tu vas t'améliorer, tu vas te dire que bon, ben, si je mets peut-être un peu plus de ça, eh ben, le pain aura meilleur goût, et tu fais des essais. Et c'est comme ça que petit à petit, tu apprends. Après, moi, sur ma chaîne, par exemple, je me suis dit, bon, j'apprends à faire du pain avec une levure, mais si j'ai pas de levure chimique, comment je fais? Ben, je fais du pain avec du levain. Et comment je fais du levain? Ben, j'apprends à créer du levain et à l'entretenir. Et si, imaginons que j'ai pas le temps d'avoir un levain, l'entretenir, tout ça, je veux un truc rapide, le pain est un aliment de base qui est le plus consommé dans le monde. Mais tout le monde ne mange pas des baguettes. Tout le monde ne mange pas du pain de campagne. Par contre, ils ont 15 000 façons de faire un truc qui ressemble à du pain. Qui est du pain? On a les chapatis, on a les bokits, on a plein de façons de cuire aussi le pain. On prend le pain indien, le pain libanais, le pain pita, ça se cuit juste avec une poêle chaude, avec une matière grasse ou non d'ailleurs. Des deux côtés, pendant 2 minutes, ça fait un pain, ça fait le job. Si on ne peut pas avoir un feu, on peut très bien en un peu d'huile, on peut cuire du pain dans de l'huile. Et ça fait un beignet qu'on fait dans les Caraïbes et ça sert de pain. Donc, il faut juste se creuser un peu la tête et rechercher différentes recettes et se dire que bon, ben, aujourd'hui, je fais ma baguette. Si je trouve que c'est trop compliqué de faire une baguette ou une boule de pain, eh ben, je vais faire tous les dimanches, je me fais des chapatis, par exemple. Je me fais du pain nan, le pain indien. Mais je fais un truc pour pouvoir nourrir mes enfants en cas de besoin. Et il faut que je connaisse cette recette par cœur, que je puisse la reproduire sans avoir des doseurs à côté de moi. Après, ça peut être aussi se dire que le samedi, je vais au marché, ou le dimanche, je vais au marché le matin. J'essaie de trouver les meilleures affaires au niveau des légumes. Je prends un peu de tout, du poivron, des aubergines, pourquoi pas de la viande, ou c'est pas obligatoire. Et se dire que pour tout un après-midi, ben, je vais élaborer des recettes avec les bocaux le parfait. Je vais faire par exemple 5 recettes à base de curry, 5 recettes à base de sauce tomate, 5 recettes à base de coriandre ou d'une autre épice.
Comme ça, le jour de la semaine où j'ai faim, où j'ai pas besoin de me prendre la tête, mais plutôt que d'ouvrir un truc buitoni ou ravioli, je sais pas quoi, eh ben, je sors un truc maison parce que je sais ce qu'il y a dedans. C'est moi qui l'ai cuisiné. Et après, je peux apporter un féculent ou une viande ou un poisson, et on ouvre ça, on fait réchauffer, c'est prêt. S'habituer tout le temps à s'entraîner, à pouvoir conserver des aliments pour que ça devienne un réflexe, tout simplement. Et de temps en temps, on se dit, par exemple, là en ce moment, je suis en train de faire une vidéo sur le fénalard, qui va sortir, je pense, ce soir, que je vais terminer. Et le fénalard, qu'est-ce que c'est? C'est du gigot d'agneau séché. Ça, c'est les Vikings qui faisaient ça. Et si tu veux, c'est une spécialité norvégienne. Et bon, il y a 30 producteurs dans le monde. Et en Europe, ben, à part le jambon de porc, les gens ne connaissent pas. Mais on peut faire du jambon, entre guillemets, hein, avec n'importe quel gigot. Gigot d'agneau, gigot de chèvre, gigot de chevreuil, de sanglier, peu importe, même du gigot de kangourou si tu veux. Le truc, c'est que faut comprendre le processus de comment on fait sécher cette viande, comment on la sale et comment on la conserve. Une fois que tu as compris ça, peu importe la viande qui va te tomber sous les bras au moment où ce sera difficile, tu sauras la conserver. C'est ça en fait que j'essaie de transmettre aux gens. C'est-à-dire que tu apprends une façon de conserver les aliments. Là, en l'occurrence, là, je vais faire du fénalard. Mais une fois que tu as compris le principe, si un jour tu as accès à un mec qui te dit, bon, ben, j'ai un cochon à tuer, j'ai tombé un cerf ou un chevreuil, ben, tu lui dis, ben, passe-moi le cuisseau, j'en fais un jambon, par exemple. Parce que tu ne vas pas manger tout d'un coup. Donc, il faut que tu apprennes à conserver une partie de la viande et le reste, tu la cuisines. C'est ça, en fait, l'idée. Ouais, ça doit devenir vraiment être un plaisir de dire voilà, j'ai fait quelque chose avec mes mains, je ne dépends plus d'un magasin, en tout cas qui va me fournir quelque chose dont je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a mille et un conservateurs, Surtout, on fait des économies. et faire des économies surtout, exactement. Pour te donner un ordre d'idée, le fénalard que je te parle, c'est vendu en France dans des épiceries fines. Et si tu veux l'acheter, c'est 140 euros un jambon d'1,4 kg. 140 euros. Donc moi, j'ai fait mon fénalard, ça m'est revenu à 50% moins cher parce que je l'ai fait moi-même. Tu vois. Alors évidemment, je vais pas avoir le savoir-faire des Norvégiens, mais je vais avoir un truc qui s'y rapproche pour 50% moins cher. Et comme quoi on peut avoir un petit peu des goûts de luxe aussi en mode prévoyant, et pas en survivaliste. Si on peut se faire plaisir aussi au papy, pourquoi pas. Alors tu présentes pas que des tutos justement alimentaires, tu présentes aussi de temps en temps, voilà, quelques recettes ou disons, quelques conseils au niveau technique. Alors justement, t'es pas trop rentré là-dedans parce qu'il y a effectivement plein d'autres youtubeurs ou en tout cas plein d'autres vidéastes qui le font. Tu as voulu justement te démarquer avec ça. Et voilà, notamment, bah ici par exemple, un exemple, tu parles des plantes, des fleurs, etc. Donc je veux dire, tu vas un petit peu sur tous les sentiers quelque part. Et justement, alors est-ce que tu as prévu bientôt, est-ce que tes auditeurs à toi t'ont demandé de passer un peu sur le cosmétique, sur tout ce qui est ménager par exemple. Moi je pense à la poudre à lessiver, au dentifrice, à toutes ces choses qu'on peut aussi également faire soi-même. Alors j'ai une playlist qui s'appelle Die, Do It Yourself, où justement j'explique comment faire de la lessive à partir de savon de marque. Donc il y a ça, j'ai aussi dans l'optique de faire du savon à partir d'huile d'olive. J'ai aussi expliqué comment produire du suif. Le suif, moi, ma mère, quand j'étais petit, l'huile, ça coûtait cher. Donc, ce qu'elle faisait, c'est que elle cuisinait de la viande, lorsqu'on en mangeait, parce que c'était rare. À la base, mes parents, ils sont végétariens. Donc, de temps en temps, comme mes parents ils étaient ouverts d'esprit, de temps en temps, pour une fête, elle savait qu'on aimait manger de la viande, elle pouvait acheter des cabris, voilà, elle le faisait. Mais c'était très très rare parce qu'à la base, elle n'en mange pas. Et donc, lorsqu'elle faisait revenir la viande, la graisse qui fondait de la viande, elle le mettait un bocaux en verre. Et à chaque fois qu'elle faisait de la viande, elle rajoutait. Et au bout d'un moment, ben, la graisse s'accumulait. Ça faisait une graisse du suif, en fait. Et ça se conserve très très bien. Et en fait, ça, c'était une graisse animale qui permettait de cuisiner des légumes, faire revenir des légumes et qui leur donnait une saveur, en fait. Parce que comme c'est de la graisse de bœuf, la graisse de cabri, euh, ça permet de donner du goût aux aliments. Donc ça, c'est une manière aussi de produire de la graisse animale pour pouvoir cuisiner. Alors, à l'époque, je mangeais aussi beaucoup de sardines en boîte, parce que bon, ça coûte pas trop cher. Puis c'est bon. Quand j'étais petit, je saturais. Ouais, mais bon, les oméga 3, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui.
Mais, C'est des bonnes comment graisses, dire, voilà. mais par contre, au jour d'aujourd'hui, j'apprécie. Tu sais, j'ai des boîtes de sardines que j'achète et je me dis, bon, bah, je réapprécie. Quand j'étais petit, je me sortirais d'en manger trop souvent. C'est étonnant que tu réussis à apprécier de nouveau les sardines actuellement, parce que tu aurais pu te dire, voilà, ça c'est mon truc, vraiment, voilà, en général, quand on est enfant, on a vécu un traumatisme, soit alimentaire, soit autre. Et effectivement, on veut pas reproduire ça étant adulte parce qu'on se dit, mon Dieu, c'est un cauchemar, quoi. On veut plus revivre ça, c'est plus possible. Mais voilà, ça c'est bien. Donc, tu as su quand même réapprécier, par exemple, notamment les sardines. Alors, ça nous donne l'eau à la bouche, tout ça, hein. Alors, tu as effectivement plus de 100 000 abonnés. Alors, bon, je sais bien que le chiffre, tout ça, c'est assez aléatoire, c'est assez finalement c'est sans importance du moment que l'information passe quand même. Tu as aussi des bons retours et tu as notamment des échanges. Est-ce qu'il y a justement des auditeurs qui viennent par exemple t'apporter quelques conseils avec lesquels tu échanges? Je pense que tu m'as parlé aussi d'un groupe dans lequel tu étais notamment, ou est-ce que tu veux en parler ou... Oui, j'ai également un groupe Facebook Citoyens Prévoyants. En fait, c'est ceux des abonnés de la chaîne YouTube qui veulent échanger entre eux. Parce qu'en fait, lorsque tu commences à réfléchir à devenir autonome, à te dire que j'ai envie d'être moins dépendant du système, bah, tu te retrouves bien seul parce que ton entourage ne comprend pas. Ils ne comprennent pas ta démarche. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec d'autres personnes, même s'ils sont à l'autre bout de la France, en Belgique, en Suisse ou au Canada, de dire qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi et qui se disent, mais attends, ce monde, il part un peu en vrille et j'aimerais pouvoir sécuriser ma famille. Et pouvoir aller sur ce groupe, justement échanger nos recettes de conservation. Par exemple, il y en a qui savent faire des rillettes à l'agneau, des rillettes de porc, des rillettes de canard. Ben, il poste une photo, on va l'encourager, super, donne-nous la recette, montre-nous comment tu fais. Et on s'auto, comme ça, ensemble, on se donne des conseils. Parce que moi, ma chaîne, en fait, sans vous, sans ceux qui me regardent, je suis personne. Parce qu'il y a toujours un mec qui va me dire, est-ce que tu connais ça? Il faudrait que tu t'intéresses à ce genre de choses. Parce que moi, j'ai pas la science infuse, que les choses soient claires. Je suis pas super intelligent. Par contre, je me sers de ce qu'on m'apprend, moi, pour essayer de le redonner à d'autres personnes et en faire partager la communauté. Donc c'est ça en fait d'aller sur le groupe, c'est d'échanger, partager les photos de son jardin, demander des conseils. Et c'est super pratique, ça fait une sorte de communauté. Et par ailleurs, lorsque on a une communauté aussi diverse dans le monde francophone, il y en a qui sont dans le Maghreb, qui sont dans l'Afrique francophone, qui sont en Suisse, en Belgique, Canada, il y en a qui sont dans les Caraïbes, qui sont aussi en Nouvelle-Zélande. Tous ces personnes sont contents de se dire, mais ça se trouve, il y a un ou deux citoyens prévoyants qui sont sur mon île. Ben, ça peut être intéressant de pouvoir se dire, ben, écoute, on se voit un dimanche, on va boire un petit coup, on échange. Et si affinité il y a, ben, pourquoi pas s'inviter les uns les autres pour pouvoir discuter et pourquoi pas rencontrer des gens et en faire des amis. Voilà, exactement. Et j'espère que tu pourras, bah, moi, alors moi, je sais pas si c'est ta démarche en général, mais j'espère qu'avec tout ça, quand tout ça sera un petit peu fini, qu'on pourra un petit peu circuler librement et puis surtout se rencontrer et puis se faire des accolades sans être parano, et bien c'est de pouvoir justement, pourquoi pas rencontrer les abonnés, rencontrer ta communauté et puis échanger, comme tu dis, autour d'un thé ou d'une bière, peu importe. Et puis ça pourrait être sympa, quoi. Ça pourrait être justement. Des objectifs, hein, parce qu'on m'a déjà invité en Belgique, on m'a invité en Suisse, on m'a déjà dit dès que tu peux, tu passes. J'ai déjà rencontré certaines personnes hein, à travers à travers la France qui m'ont déjà invité à venir voir leur base autonome durable. Mais certaines personnes ne veulent pas être filmées. D'autres, c'est juste boire un verre avec moi, m'inviter à manger un truc, on discute, on échange pendant un après-midi. J'ai l'objectif de pouvoir faire ça, faire des petites rencontres régionales, mais tout ça, ça coûte de l'argent, c'est ça le truc. Bien Donc, entendu, ça coûte de l'argent, c'est sûr. ça coûte de l'argent, ça coûte du temps et je ne peux pas tout faire. Donc, bien évidemment, c'est prévu lorsque on pourra circuler librement, lorsque j'aurai un peu d'argent pour pouvoir me rendre à tel endroit, à un événement. Généralement, là où les gens peuvent me voir, c'est au salon du survivalisme, tous les ans à Paris. Mais bon, avec le Covid, ça a été annulé l'année dernière. Enfin, ouais, l'année dernière. J'espère que. Non, cette année, Cette pardon. année-ci, ouais, cette année. Mais c'est Cette vrai année, qu'on est annulé. on est déjà l'année prochaine, t'inquiète pas. Donc, j'espère qu'on pourra le faire l'année prochaine. Bon, c'est l'occasion de rencontrer tout le monde en une fois au salon du survivalisme. Parce que, effectivement, je suis passé par, je pense, comme beaucoup de gens, je pensais que les survivalistes c'était juste des gros tarés. En fait, non. Tu te rends compte que là,
prévenir encore une fois plutôt que guérir est ô combien important, sinon pas encore plus dans ces périodes-ci. Et même, comme tu l'as très bien dit, si ça n'arrive pas, c'est pas grave, on a déjà au moins cette information-là pour un éventuel crack boursier, peu importe. On a déjà au moins cette information-là. Elle est gratuite, cette information, et il faut en profiter. Il faut se dire que c'est maintenant ou jamais. Il n'est jamais trop tard de toute façon pour apprendre. Et puis, amusons-nous comme des enfants. Essayons un petit peu d'échanger et on se fera un plaisir d'aller justement voir ton groupe Citoyens Prévoyants. Je mettrai le lien bien sûr en description, Steven, si tu veux bien. Parce que Oui, voilà, je pense qu'il est important aussi de... Les vidéos c'est bien, mais comme on le sait, une communauté c'est encore mieux. Il y a des échanges qui se font. Et puis, on se sent aussi moins seul. C'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est que on n'est pas seul. La preuve, la preuve vivante, hein, en face de moi. Tu as justement fait sur ton petit bonhomme de chemin sur toutes ces années, et puis voilà, et ça marche bien. Et vraiment, je te souhaite encore longue vie à cette chaîne parce que c'est important. Je pense que cette information-là est importante. Il y en a pas tellement, je crois aussi, du côté francophone en plus, si je ne m'abuse. Alors il y en a, mais encore une fois, voilà, avec certains penchants politiques. Toi, voilà, zéro politique, zéro religion, c'est juste de l'action, juste de la prévention, juste de l'information. Mon Dieu, je fais beaucoup de rimes. Et beaucoup de bonne humeur aussi, d'humanité, d'amour, etc., etc. Et voilà, sans rentrer dans les détails. Mais en tout cas, grand merci pour ce que tu fais, et grand merci d'avoir aussi répondu à cette petite vidéo, voilà, qui j'espère, en fera peut-être plus, en fera réfléchir plus d'un, ou plus d'une, parce que de toute façon, c'est destiné à tout le monde. Et pourquoi pas, encore une fois, peut-être apprendre même aux enfants de manière pédagogique, et comme tu dis, non de manière catastrophique et paranoïaque, simplement... voilà, comme quand nous on était petits, qu'on apprenait comment faire du beurre, ou comme on apprenait comment faire une pâte à pain, ou... Enfin, c'est gai, quoi, je veux dire, c'est amusant, donc c'est pas... Ça doit pas être une contrainte, ça doit être c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants au niveau de la nourriture, leur montrer comment on fait, histoire de qu'ils puissent s'amuser. Moi, il y a un truc que j'ai fait lorsque j'étais petit, j'ai été scout. Et ça, c'est un truc que j'ai adoré. Donc, en ce moment, il y a le bushcraft qui peut faire l'équivalent, parce que bon, on n'est pas obligé d'être catholique ou de chrétien pour pouvoir faire ça. Je crois que même qu'il y a les scouts laïcs, donc peu importe si ça vous intéresse. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir se dire, on prend quelques ustensiles, quelques matériels, on prend un sac à dos et on part avec ses enfants en forêt, on se fait un petit feu, on plante la tente et on passe un moment comme ça dans la nature. Ça c'est des trucs intéressants pour ces enfants, pour leur faire découvrir autre chose que les écrans. Et en même temps, ils apprennent des choses. Ils savent comment allumer un feu, ils savent comment positionner sa tente parce que le soir, s'il y a une branche qui tombe, il ne faut pas que la tente soit en dessous. Il y a des trucs à savoir. Et c'est comme ça qu'on éduque ces enfants en leur faisant faire des trucs ludiques. Et petit à petit, ça rentre dans leur tête, en fait. Et moi, j'ai passé d'excellents moments comme ça avec le scout, en étant scout. Et bon, moi, je sais que mes enfants n'iront pas chez les scouts, mais que lorsqu'elles seront un petit peu plus grandes, je vais les emmener en forêt avec leur tente, dormir dans un bel endroit et pouvoir faire griller des chamallows et manger sur place. C'est agréable de pouvoir laisser ce genre de souvenir à ses enfants. Ah, ça, c'est ce que bah écoute, c'est quelque chose que j'aurais voulu connaître étant petit, effectivement, mais il n'est jamais trop tard, de toute façon. Soyons, encore une fois, je dis les grands enfants qu'on n'a jamais été, continuons justement dans cet esprit-là, et voilà. Et je dis, de toute façon, la vie doit être un plaisir, on doit pas subir la vie, on doit justement l'apprivoiser, plutôt, hein, voilà, en français, et on doit se dire que de toute façon, on n'est pas là pour rien, c'est pas du hasard, c'est pas du hasard si tu fais ce genre de vidéo-là. Et merci à tes parents, voilà, j'ai envie de dire aussi, parce que c'est quelque part, voilà, c'est grâce à eux, indirectement, que tu nous retransmets tout ça. Et grâce à ça qu'il y a aussi un groupe Facebook sur lequel on peut s'inscrire, notamment, voilà. Et donc voilà. En tout cas, de toute façon, je mettrai tous les liens de ta chaîne dans la description. Là, je sais que je vais devoir te laisser parce que tu vas rentrer encore dans une autre interview, en tout cas. Mais en tout cas, Steven, franchement, merci à toi. Merci d'avoir partagé du temps. Merci pour tout ton travail. Et encore, je te dis, longue vie à ta chaîne parce que voilà, on sait comment YouTube fonctionne un peu en ce moment. Mais voilà, vraiment, donc j'invite les auditeurs à visiter la chaîne de Steven, Citoyen Prévoyant.
et vraiment faire à continuer à justement à partager ce genre de vidéos et à, pourquoi pas vous entraîner et apporter vos retours, hein. J'espère que voilà, il y aura en tout cas quelques abonnés ici sur la chaîne qui seront intéressés par cette, oui, presque j'ai envie de dire une cause. Voilà, c'est presque une cause, c'est une cause humaine en fait. C'est une cause de base en fait. C'est voilà, c'est vraiment la toute base et on a besoin de revenir un petit peu à cette source-là. Grand merci à toi Steven et à tout. Merci à la chaîne Les Sentiers du Réel de m'avoir invité et merci pour ton accueil. Merci beaucoup et merci pour ton humanité surtout. Et puis voilà. Et vraiment, ça me réconcilie avec un petit peu justement ce survivalisme, encore une fois, cette prévoyance. Citoyen prévoyant, messieurs, dames, allez voir donc sa chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous fais des gros bisous. À la semaine prochaine, peut-être pour une vidéo, un direct, on verra bien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, faites ce que vous voulez. Allez sur. On va parler des sentiers du réel. Voilà, de toute façon, vous connaissez la rengaine. Ciao, ciao, à tout bientôt. Salut! Bravo.